Bien, bonjour. Cette année, je ferai un cours qui termine en fait un cycle qui avait l'ambition de faire le point des recherches archéologiques effectuées dans le désert oriental d'Égypte, en traitant donc cette année de l'exploitation des ressources naturelles, c'est-à-dire des mines d'or, de cuivre, de galène, de pierres précieuses, émeraudes, topazes, améthystes, et de pierres de grande qualité pour la construction, la sculpture et l'architecture, que sont le Metai Greywacker, les granites et les porphyres. Ce cycle de cours se conclura par un colloque international que j'ai intitulé « Le désert oriental d'Égypte durant la période gréco-romaine, bilans archéologiques », qui se tiendra ici même au Collège de France les 30 et 31 mars 2016. Lors de cette réunion à laquelle vous êtes conviés à assister, tous les acteurs majeurs de la recherche archéologique de ces dernières années dans le désert oriental exposeront des synthèses de leurs travaux. Le but sera d'offrir un tableau de l'état des recherches à la fin d'un cycle trentenaire. Les sites archéologiques de cette région étaient en effet pratiquement inaccessibles pour des raisons logistiques jusqu'à la fin des années 70. Mais ce secteur fut ouvert à la recherche par les autorités égyptiennes à partir de cette date. Et entre les années 1980 et 2012, les équipes américaines, anglaises, italiennes et françaises ont ainsi pu prospecter ou fouiller des centaines de sites dont l'exploration a fait considérablement avancer nos connaissances, aussi bien sur l'exploitation de l'or sous les Ptolémées et les empereurs byzantins que sur les carrières exploitées par les empereurs romains et sur le commerce avec l'Arabie et l'Inde à travers les ports de Myos-Hormos et de Bérénicie. Or, cette phase de recherche s'achève. Ces sites sont, depuis quelques années, en voie de destruction massive par des chercheurs d'or et de trésors qui semblent impossibles d'arrêter et qui détruisent les sites jusqu'aux fondations avec des bulldozers dans l'espoir d'y trouver de l'or. Il est donc temps de dénoncer cet état de fait et de faire le point sur les grands progrès que les travaux scientifiques que nous avions menés jusqu'alors ont permis de réaliser sur l'occupation et l'exploitation du désert de l'époque ptolémaïque à la période byzantine et également, bien sûr, sur les relations commerciales de l'Égypte et l'Empire romain et l'Extrême-Orient. Le colloque organisé au Collège de France ambitionne de servir de table d'aiguillage dans une documentation devenue foisonnante et de rendre les principaux résultats historiques disponibles pour un large public. À cet effet, les communications seront filmées et traduites en anglais ou en français, et la publication se fera rapidement sur Internet et en plusieurs langues. L'intérêt est de présenter gratuitement ces résultats généraux à l'ensemble de la communauté scientifique et aux citoyens intéressés, et, par une bibliographie complémentaire, d'orienter les chercheurs et les étudiants vers des études plus spécialisées. Mais, pour nous préparer à profiter des résultats de ces nouvelles recherches faites par nos collègues, il faut faire le point des connaissances sur l'exploitation des matières premières. Ces exploitations, qui, nous le verrons, remontent dans certains cas au temps prédynastique, connaissent des pics d'intensité durant le Moyen Empire, le Nouvel Empire, puis, pour ce qui nous intéresse ici, sous les Ptolémées et durant l'Empire romain. Elles sont conditionnées par deux séries de facteurs, la géologie, bien entendu, et le climat. La géologie de la région explique en effet sa recherche en pierres et en minerais divers, mais le climat hyperaride, d'une part, facilite la prospection et la reconnaissance des gisements, puisqu'aucune végétation ne couvre les montagnes ni les vallées, mais d'autre part, rend l'exploitation particulièrement périlleuse et difficile. Commençons par la géologie. Le socle des montagnes du désert oriental est cristallin, formé de roches de précambrien.
c'est-à-dire qui ont environ 2 milliards d'années jusqu'à 500 millions d'années. Cette base précambrienne a été pénétrée vers 700-550 millions d'années par des nappes de granodiorite qui ont causé des anomalies thermiques, notamment des sources hydrothermales créant des veines de quartz, incluant des précipitations de sulfure de métaux et notamment d'or. Vous voyez ces infiltrations donc, de granodiorite qui sont assez sensibles. Durant l'ère secondaire, le Mésozoïque, ce socle ancien a été érodé, puis recouvert de grès, dont les grès nubiens, ainsi que de gisements de turquoise et de malachite datant du Crétacé inférieur, qui peuvent faire parfois, ces niveaux de grès font parfois plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et sont surtout sur le côté de la chaîne arabique qui est ici. Ces grès sont surmontés, selon les endroits, par des formations marines. Au Miocène inférieur, par exemple, se déposent des calcaires dolomitiques suivis d'épais dépôts de marne verte et de gypse. Au cours du Tertiaire, donc là vous avez un tableau que j'ai emprunté à Harel et Stormyr qui vous montre donc la succession des étages géologiques et les roches que cela a donné. Au cours du Tertiaire, la tectonique des plaques a provoqué d'une part l'ouverture de la mer Rouge vers 30 millions d'années et d'autre part la surrection des montagnes ici et de l'autre côté bien sûr ce qu'on appelle la chaîne arabique qui a mis au jour le socle cristallin qui sera ensuite exploité par les hommes. Car outre ce potentiel dû à la géologie et à l'évolution tectonique de cette vaste région, une région essentielle expliquant l'exploitation des ressources naturelles réside dans l'absence de couverture végétale. Elle rend perceptibles les affleurements et elle permet de découvrir, dans les vallées sèches que l'on appelle les oueds ou les wadians, toutes sortes de pierres, voire des pépites d'or. En effet, le climat hyperaride empêche la végétation de se développer. Seules quelques plantes épineuses et des acacias réussissent à croître dans les fonds des wadians. Les précipitations sont très faibles, de l'ordre de 5 mm par an à Kosser. Les rares pluies qui se produisent au début de l'hiver, de novembre à janvier, sont souvent cataclysmiques. Et elles sont importantes pour notre propos car elles érodent fortement les montagnes, mettant les roches à nu, et elles créent des oueds donc, qui charrient des sédiments et des roches jusqu'aux zones planes. Les hommes cheminant dans ces oueds, qui sont autant de voies de pénétration dans le désert, ont observé dès la préhistoire la présence de pierres colorées, parfois précieuses, et de nodules métalliques, et ils sont ainsi remontés jusqu'au gisement. Donc le terrain est très favorable pour des prospections minières, et on a la preuve qu'elles ont commencé très tôt. Dès la période prédynastique, pour certaines pierres, comme le greywack, ou pour l'or et le cuivre, et elles se sont intensifiées au cours des temps. Quelques textes mentionnent explicitement ces expéditions, telle une stèle trouvée au sud-est d'Assouan qui se réfère à Hor, un officiel chargé de collecter le cuivre dans la terre de Nubie, sous Sésostris Ier, c'est-à-dire le deuxième roi de la 12e dynastie, au début du deuxième millénaire avant notre ère. Ce personnage d'encore est l'un des plus anciens de ces officiels chargés par le pouvoir royal puis impérial romain de repérer les gisements intéressants et de les mettre en exploitation. Sous le règne de Tibère, en 18 de notre ère, le centurion Caius Cominius Legas fit une dédicace à Pan, qui est l'assimilation grecque de Mine, le dieu de Coptos et le dieu du désert, pour remercier la divinité de l'avoir conduit au gisement de Porphyre du Djebel Dohan, qui s'appelleront désormais Mons Porphyrites.
Le texte de l'inscription suggère qu'il était lui aussi chargé d'une mission de prospection par le pouvoir impérial. Mais si le terrain est favorable du point de vue géologique, il est aussi terriblement difficile à exploiter. La chaleur, l'aridité, le manque d'eau, les distances énormes à parcourir rendent l'exploitation particulièrement ardue et périlleuse. On assiste donc, tout au long de la période antique, à des expéditions organisées par le pouvoir pour exploiter, pendant un temps souvent très court, des gisements qui sont par la suite ensuite abandonnés entre deux campagnes, voire définitivement lorsque la ressource est épuisée. En effet, toute expédition, souvent de plusieurs centaines d'hommes, nécessitait une logistique importante sous forme d'approvisionnement en nourriture et souvent en eau, transportée depuis des puits creusés pour la circonstance, voire, à l'époque romaine, depuis des puits qui jalonnaient les routes et les forteresses édifiées pour garder les mines et les carrières. On ne s'étonnera donc pas que les phases d'exploitation correspondent à des moments où le pouvoir politique est suffisamment puissant pour organiser ces expéditions et leur pesante logistique. Au Moyen Empire, durant la deuxième période intermédiaire, au Nouvel Empire, surtout sous la XVIIIe dynastie, à l'époque perse et sous les premiers Ptolémées, puis durant les 3 premiers siècles de l'Empire romain, et à nouveau après une crise que nous verrons dans le courant du IVe et au Ve siècle de notre ère. Dans les massifs rocheux, des minéralisations se sont déposées, comme je l'ai dit, le long des failles et sont visibles en surface du fait de cette absence de couverture végétale. Certaines de ces minéralisations ont été exploitées sur de très longues périodes, comme par exemple les mines de cuivre de Timna entre le 4e millénaire avant Jésus-Christ et jusqu'à l'époque des Mamelouks. Les minéralisations peuvent resserrer de l'or, du cuivre, du plomb, de la turquoise, de l'émeraude, de l'améthyste. Plus d'une centaine de gisements de ces minerais ont été exploités au cours de l'histoire dans le désert oriental. L'or est le métal qui fut le plus recherché. Il l'est à nouveau de nos jours, créant des bouleversements irrémédiables des gisements. La très grande majorité des gisements métallifères exploités de l'Antiquité sont des sites aurifères. Dietrich et Rosemary Clem, dans leur ouvrage Gold and Gold Mining in Ancient Egypt and Nubia, paru en 2013, en ont recensé plus de 130. Dès l'époque prédynastique, les hommes ont recueilli des pépites d'or alluvial dans les oueds entre Aswan et le Ras Banas. On obtenait alors un or natif, naturellement mêlé d'une certaine proportion d'argent, pouvant s'élever jusqu'à 50%. Au Nouvel Empire, tous les gisements qui seront exploités plus tard sous les Ptolémées, par exemple, comme celui de Samout, que nous verrons dans un cours prochain, sont déjà connus et très largement exploités. On a pensé un temps, à la suite de David Meredith, dans un article paru en 1953, que, je cite, « The most northerly gold sites were worked by the Ptolemies, possible a little by the Romans, but not by ancient Egyptians. In the central area, both the Ptolemies and the ancient Egyptians not apparent, the Roman. In the south, it's again clear that the mines were worked in the Ptolemaic and dynastic time, but not, with the exception and explain of Baramia, by the Romans. » En réalité, ce tableau est faux, et la situation est bien plus complexe, et nous verrons lors d'une prochaine séance que l'or n'a pratiquement pas été exploité durant l'Empire romain jusqu'à une date tardive. Et nous essaierons de comprendre pourquoi. Au Nouvel Empire égyptien, c'est surtout donc l'or alluvial qui était exploité. Les nodules métalliques étaient recueillis dans les oueds et broyés avec des molettes sur des tables de pierre pour obtenir une poudre. Ici, un exemple
du site de Samout el-Beidin que nous verrons prochainement. Cette poudre était ensuite lavée pour concentrer le minerai. Pour ce faire, il fallait creuser des puits. Une stèle de Séti Ier sur le roc qui est situé en face du temple de Canaïs, à l'entrée du désert en venant d'Edfou, mentionne des mines d'or et le creusement d'un puits. Dans le Wadi al-Aki, au sud-est d'Assouan, une inscription de Kouban mentionne le creusement d'un puits pour la mine d'or, là où Séti Ier avait déjà essayé en vain de faire creuser un puits. À la fin du Nouvel Empire, l'exploitation philonienne commença, notamment dans le Wadi Hammamat, où le papyrus de Turin mentionne des gisements d'or. Cette technique d'extraction était déjà employée ponctuellement depuis le Moyen Empire, car la stèle de Simond, qui est aujourd'hui au British Museum, décrit comment ce fonctionnaire est allé dans la Nubie, nous dit-il, pour ramener de l'or à Amenemhat II durant la XIIe dynastie. Et le texte écrit que des hommes, des femmes et des enfants étaient forcés de creuser la roche et de laver le minerai. L'exploitation a connu un nouveau pic à l'époque perse et au début de la période ptolémaïque, de Ptolémée Ier à Ptolémée IV. À cette époque, les mines d'or ont été intensément exploitées avec de nouvelles techniques dans presque tous les gisements qui avaient déjà été précédemment utilisés, comme ceux de Samout, de Soukhari, de Baramiya, que vous voyez sur la diapositive, de Bir al-Fawahir et du Wadi Abu Jerida. Le gisement du Wadi Abu Jerida a été prospecté par l'équipe américaine de Harald Sidbotham and Barnard. Et ils ont publié un article dans le Journal of Egyptian Archaeology. Une zone minière principale, donc c'est un gisement qui est situé, comme vous le voyez sur la carte, entre Kéna et Kosser, un peu au nord, et au sud de ce qui sera par la suite le mont Scodenus. Et une zone minière principale porte sur un filon qui mesure plus de 100 mètres de long et qui fut exploité jusqu'à une profondeur de 15 mètres. Vous voyez sur cette photo satellite le filon et les traces d'exploitation de cette époque-là. Il est environné de plusieurs cabanes, mais le bâtiment principal, alors voici une vue du filon avec la partie qui a été exploitée, mais le bâtiment principal et les habitations de Miller sont situées à 6 km plus à l'ouest et elles comportent à la fois une forteresse et un habitat au pied de la forteresse, que vous voyez ici sur la photo satellite. De très nombreuses meules allantes à oreilles en porphyre rouge ont été découvertes dans ce gisement qui a été exploité seulement sous les Ptolémées, probablement au IIIe siècle avant Jésus. Ensuite, l'or a été moins exploité à la fin de la période ptolémaïque dans cette région et semble-t-il plus du tout au cours du Haut Empire. Ce schéma évolutif semble aussi se dessiner pour la mine d'or du Wadi Samna, découverte par Léo Tregenza en 1950. Dans un présidium romain, peut-être une étape sur la route des carrières du mont Ophiates, Tregenza a trouvé une inscription et de nombreuses meules en remploi dans les murs du camp militaire, qui est donc postérieure à l'activité de la mine, abandonnée certainement durant l'Empire romain. Je ne m'étends pas sur ces questions quand j'y reviendrai dans le prochain cours, lorsque je présenterai les fouilles que nous effectuons depuis 2014 dans le district minier de Samout et les recherches réalisées par une équipe américaine dirigée par Carol Meyer dans le Wadi al-Fawahir, et donc où on tient en quelque sorte les deux grandes phases d'exploitation pour la période gréco-romaine, c'est-à-dire la phase du début du pouvoir grec sous Ptolémée Ier jusqu'à Ptolémée IV et la phase de la fin de l'Empire romain.
Le cuivre a été aussi largement exploité dans le désert oriental. Par exemple, dans le Wadi Dara, où des gisements de malachite ont été fouillés en 1991 et 1993 et se sont révélés avoir été exploités de l'époque tinnite à l'Ancien Empire, c'est-à-dire jusque dans le courant du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Une trentaine de fours disposés en batterie de 3 ou 4 montrent que le minerai était traité sur place. De même, les fouilles de Hain-Sourna, que vous voyez sur la diapositive, réalisées à partir de 2006 par Georges Castel et Pierre Tallet, ont révélé, outre un extraordinaire site portuaire du Moyen Empire, de nombreuses installations de métallurgie du cuivre. Les fondeurs réduisaient le minerai de malachite dans des bas-fourneaux durant plusieurs heures, puis récupéraient des loupes de scorie qu'ils broyaient sur des enclumes avant de fondre les billes de cuivre dans des creusets. Ceux-ci étaient chauffés à 1200 degrés dans des foyers en fer à cheval, ventilés avec des soufflets à embouts d'argile. Une cinquantaine de bas-fourneaux du Moyen Empire ont été ainsi fouillés. Ils sont associés à des fours de refonte et à des tables de broyage. Bien qu'il n'y ait un peu de cuivre sur place, dans la région d'Ain-Sourna, le minerai était en fait importé du Sinaï, qui est juste en face, où de grands gisements sont connus, comme dans les Wadian Karig et Birnash. Le cuivre a continué d'être ponctuellement exploité à l'époque romaine, mais parfois pour des usages nouveaux. Les fouilles de Sayed en 1978, puis les recherches effectuées entre 2012 et 2015 par une équipe de l'Università L'Orientale de Naples en Italie, ont montré qu'au 1er siècle de notre ère, un établissement de type industriel, entre guillemets, produisait du colorant artificiel appelé bleu égyptien dans le Wadi Gassous au sud de Safaga. Vous voyez ici sur la photo satellite l'emplacement de Safaga, donc la pointe du Sinaï est ici, et le Wadi Gassous est à quelques dizaines de kilomètres au sud. C'est le colorant qui était employé dans pratiquement toutes les peintures murales au cours de la période gréco-romaine, depuis les tombes princières macédoniennes jusqu'aux peintures de Pompéi. Et ici, je vous ai mis une coupelle contenant ce colorant qui a été trouvé dans un atelier de peintre de Pompéi, dans la région 1, Insula 9. Le procédé, en fait, était inventé en Égypte et le bleu était produit à Memphis, mais aussi à partir de la fin de la République romaine, en Italie, à Pouzole et à Cumes, où un entrepreneur du nom de Vestorius avait importé le procédé qui est bien connu par un texte de Vitruve au livre 7, paragraphe 12. Le procédé consistait à faire fondre du minerai de cuivre, du sable siliceux, du calcium et des fondants végétaux ou du natron à 900 degrés pendant 24 à 48 heures. Le mélange était placé dans de grands conteneurs, de grands creusets, dont de nombreux fragments ont été trouvés dans un site appelé depuis longtemps station gréco-romaine, et ce site comprend en fait plusieurs édifices, dont un sanctuaire et un puits entouré d'un mur, que vous voyez ici dans un dessin de Scheinfurt publié en 1885, et ici dans le plan qui a été récemment fait par l'équipe italienne. Le problème, c'est qu'entre les travaux de Scheinfurt à la fin du XIXe siècle et les travaux italiens, le site a été très largement vandalisé, notamment au bulldozer entre 2012 et 2015, compromettant beaucoup son interprétation. Sur cette question et sur le vandalisme auquel les Italiens ont été confrontés, je vous renvoie un rapport très récent qui est disponible sur Internet, que vient de m'envoyer ma collègue Irene Bragantini, et qui s'appelle Preliminary Report on the Second Season of the Italian Archaeological Mission in the Eastern Desert of Egypt. Donc, on voit qu'il y a une diversification à cette époque-là de l'usage du cuivre, mais que le cuivre en tant que tel n'est plus exploité
à l'époque gréco-romaine, car de bien meilleurs gisements existent ailleurs dans l'Empire. Ensuite, il y a le minerai de plomb, la galène. La galène aussi a été très largement exploitée. Quelques gisements sont mieux connus par des fouilles et des prospections approfondies. Les mines les plus emblématiques sont celles du Djebel El Zayt, qui est situé à 80 km au nord d'Hurghada. Donc là, ici, sur la photo satellite, vous pouvez voir la pointe du Sinaï. Hurghada est à peu près ici, et le Djebel El Zayt est cette excroissance que l'on voit à l'entrée du golfe de Suez. Cette éminence porte le nom de la montagne de l'huile, car du bitume sort naturellement à son pied. Ce bitume certainement été exploité très anciennement, car il était employé, par exemple, pour traiter une momie dès la 9e dynastie. Le Djebel El Zayt est une arête rocheuse culminant à 950 mètres d'altitude et dominant le rivage. L'arête est formée de roches granitiques recouvertes à l'ouest par des grès nubiens et des calcaires d'une Miocène. Donc vous voyez ici l'arête granitique et toute la zone des grès nubiens et du calcaire. C'est dans ces calcaires que se sont déposées des minéralisations de galène, utilisées surtout pour préparer le khol et des médicaments pour les yeux. Le gisement, fouillé de 1982 à 1985 par Georges Castel et Georges Soukiassian, a été exploité à partir de la XIIe dynastie et jusqu'à la XVIIIe dynastie, avec un pic d'activité entre 1700 et 1500 avant Jésus-Christ, époque où 2 sites d'exploitation, distants de 4 km, sont alors en activité. Les mineurs repéraient une minéralisation en surface et la suivaient en profondeur par des galeries longitudinales suivant la veine ou par des élargissements en salles irrégulières lorsqu'ils rencontraient un nouveau gisement en profondeur. Ils extrayaient des cristaux de galène, parfois assez gros, et des masses oxydées qu'ils broyaient en surface pour récupérer de plus petits cristaux de galène. D'autres mines de galène ont été exploitées par la suite, telles celle du Djebel Abou Kharfan, située dans du calcaire, où une galerie a donné une inscription de la 26e dynastie. Celle-ci, examinée à plusieurs reprises, mentionne une mine de plomb appelée mine Biati. Elle a malheureusement été vandalisée et détruite, comme un très grand nombre de gisements au cours des années 2013-2014. Une autre inscription datée entre la 14e et la 16e année de Psémétique Ier indique que la mine était confiée à Paduzir, chargé d'ouvrir une bonne route pour atteindre facilement le gisement de la terre des vivants. Pour célébrer l'événement, une offrande est faite à Mine. La mention de mine de plomb indique bien que c'est ce métal qui était alors recherché et non plus seulement la galène pour le khol. Ces gisements ne semblent pas, par la suite, continuer d'être exploités à l'époque gréco-romaine, là encore parce que d'autres gisements beaucoup plus rentables et plus faciles à exploiter étaient disponibles. Pour les Grecs, bien entendu, les gisements du Laurion, et pour les Romains, les gisements d'Espagne. Les autres minerais dans le désert oriental ont été nettement moins recherchés. L'argent se trouve en faible quantité dans le minerai de plomb, mais il est surtout dans la cérusite, qui est un carbonate de plomb, et très peu dans la galène, qui est un sulfure de plomb. Et c'est surtout la galène qui abonde dans le désert oriental, donc on peut penser que l'argent n'a pas été recherché en tant que tel. Le minerai d'étain, lui, est présent dans certains gisements sous forme de cassitérite et fut exploité ponctuellement pour faire des alliages cuivreux tels que le bronze, notamment dans la région de Mersa Alam, dès l'Ancien Empire. Mais par la suite, on n'a pas de traces d'exploitation. Le minerai de fer, quant à lui, est abondant, comme partout ailleurs sur Terre, abondant dans le désert oriental, par exemple dans le Wadi el-Daba, où il se présente sous forme de magnétite et d'hématite. Mais la rareté du bois rendait son extraction peu utile dans le désert. Toutefois, comme nous le verrons dans une prochaine séance, le minerai de fer a été exploité ponctuellement à l'époque ptolémaïque
et le fer a été produit sur place dans des bas-fourneaux en important depuis le Nil le charbon de bois nécessaire à l'opération de réduction. Il s'agissait d'obtenir le fer nécessaire pour forger les outils utilisés pour extraire le quartz aurifère dans les mines d'or. Cette conjonction, mine d'or et mine de fer, extraction et réduction du fer sur place, est attestée d'une part dans le district minier de Samout, en cours de fouille, et d'autre part dans les mines d'or du Wadi Abu Jerida, dans le nord du désert oriental, où un gisement d'hématite a été exploité sous les Ptolémées pour fournir les outils nécessaires à l'extraction du quartz aurifère. Sa fabrication sur place est attestée, dans les deux cas, par de nombreuses scories résultant du procédé de réduction du fer. Par la suite, au cours de l'Empire romain, on considéra qu'il était plus pratique d'apporter le fer nécessaire aux extractions plutôt que de le produire sur place. Lorsque des outils de fer seront nécessaires pour extraire les blocs de granit ou de porphyre du mont Sclodenius ou du mont Porphyrites, on le fera donc venir de la vallée du Nil. Et sur ce point, nous avons à la fois, comme nous le verrons, les forges et les textes qui l'assurent. Au-delà des minerais, il y avait aussi les pierres précieuses, donc les gemmes. Les gemmes utilisées pour réaliser des perles, des amulettes, des pendants et des sceaux sont présentes dans le désert oriental sous forme de cristal de roche, de turquoise, d'émeraude et de topaze. La topaze est une pierre de couleur jaune à verte qui était extraite dans l'île d'Ophiodès, que l'on appelle aujourd'hui l'île Saint-Jean, ou Zabargad, à 80 km au sud de Bérénice. Sur cette photo, vous voyez l'emplacement de Bérénice et le Ras Banas qui est ici, et l'île d'Ophiodès qui est juste au large, et donc qui est relativement aisé d'accès depuis ce port. L'île a été prospectée récemment par James Harrell et Elizabeth Bloxham, qui ont pu déceler des travaux de mines anciens sur le flanc sud-est d'une colline de 235 mètres de hauteur. Environ 150 excavations mesurant jusqu'à 20 mètres de large ont été repérées. Elles sont environnées de déblais contenant des cristaux de mauvaise qualité, extraits des failles dans lesquelles des fluides hydrothermaux ont produit des cristaux qui étaient quelquefois très gros. Pline dit que la topaze est la plus grande des gemmes, au livre 37, paragraphe 109. Et des cristaux de l'ordre de 20 cm de longueur ont été trouvés à plusieurs reprises. Pline précise, en 39, paragraphe 24, que Pythagoras fit extraire une topaze d'une coudée, soit une cinquantaine de centimètres de longueur. Selon Agatharchide, un auteur qui écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ un ouvrage intitulé Sur la mer Érythrée, et le passage est au livre 5, paragraphe 34, qui est cité par Diodore de Sicile dans la bibliothèque historique au livre 3, paragraphe 39, et par Strabon dans sa géographie en 16, 4, 6. Donc, selon Agatharchide, la topaze croît dans les rochers. On ne la voit pas de jour en raison de la clarté du soleil qui l'efface, mais elle brille dans l'obscurité de la nuit et on distingue de fort loin le lieu où elle se trouve. Les gardes de l'île se distribuent au sort la recherche de ces lieux. Dès qu'une pierre se révèle par son éclat, ils couvrent l'endroit d'un vase de même grandeur afin de le marquer. Au jour, ils y retournent et extraient la roche dans l'espace marqué et la livrent à des ouvriers instruits dans l'art de polir les pierres. Fin de citation. Le site minier ancien est associé à deux groupes de construction situés sur les terrasses calcaires près de la mine. Alors, vous voyez sur la photo satellite les traces d'exploitation moderne qui sont ici, et sur cette partie-là, la zone qui a été exploitée par les anciens, et ici, la zone où il y a des vestiges d'habitation. Voici d'un peu plus près, donc les exploitations sont plutôt dans cette zone, et
les Américains ont découvert deux ensembles de ruines, ce qu'ils appellent les ruines ouest et les ruines est, et un puits d'origine ancienne. Le premier site, c'est-à-dire le site est ici, comprend deux bâtiments divisés en deux pièces, dont une triangulaire qui mesure 10 mètres par 17 et possède des murs épais de 1 à 2 mètres, qui étaient peut-être destinés à entreposer les pierres précieuses extraites et entreposées bien sûr sous bonne garde. Le site ouest, c'est-à-dire ici, comprend principalement un enclos de 9 mètres par 5 et entre les deux, près de la plage, se trouve un puits large de 2 mètres. Les prospecteurs ont trouvé peu de céramique. Il s'agit surtout d'amphores vinaires de l'époque hellénistique, époque qui correspond à la phase maximale de l'extraction. La difficulté de survivre dans cette île désolée fait que l'exploitation devait être saisonnière en hiver et devait mobiliser peu d'hommes, pas plus d'une vingtaine. Selon Agatharchide, l'île d'Ophiodès était autrefois infestée de toutes sortes de reptiles, d'où elle a tiré son nom. Les Ptolémées l'avaient fait cultiver, et, dit-il, ce qui me paraît douteux vu la nature des vestiges retrouvés et l'aridité du sol. Et les Ptolémées auraient débarrassé l'île des serpents pour exploiter la topaze. Le texte d'Agatharchide, donc cité par Diodore, dit que du fait de la présence de la mine, je cite, l'île était défendue aux voyageurs. Tous ceux qui y abordent, dit-il, sont aussitôt mis à mort par les gardes qui s'y trouvent établis. Les gardes sont en petit nombre et ils mènent une vie malheureuse. De peur qu'on ne vole quelques-unes de ces pierres, on ne laisse aucun vaisseau dans l'île et les navigateurs se tiennent au loin par la crainte du roi. Les vivres qu'on leur ramène sont promptement consommés et l'on n'en trouve point dans le pays. Quand il leur reste plus que peu de vivres, les habitants du lieu viennent s'asseoir tous ensemble sur le rivage en attendant l'arrivée de leurs provisions. Si elles tardent à venir, ils se voient réduits à la dernière extrémité. Fin de citation d'Agatharchide. Ce passage est évidemment empreint d'une critique implicite de l'inhumanité des rois lagides. Il fait pendant à un autre passage très célèbre d'Agatharchide décrivant les conditions atroces dans lesquelles les rois faisaient travailler les prisonniers dans les mines d'or du désert. Il faut donc faire part probablement d'une forme d'exagération, mais il est évident que vivre dans cette île devait être assez difficile et ne pouvait se faire évidemment que grâce à un approvisionnement régulier depuis la terre ferme. Il ne semble pas que la topaze ait été utilisée à l'époque pharaonique, mais selon Épiphane de Constantia, qui était évêque de Constantia, qui est l'actuelle Salamine de Chypre, à la fin du IVe siècle et au tout début du Ve siècle, il est mort en 402. Donc, selon Épiphane de Constantia, à l'époque de Ptolémée Ier, les Alabastries, qui est un peuple qui devait vaguer sur les pistes du désert qui aboutissaient aux carrières d'Albâtre, c'est d'où ils devaient tirer leur nom, carrières d'Albâtre qui sont situées en Moyenne-Égypte, et ils devaient ensuite s'étendre vers le sud. Donc les Alabastries vendaient les topazes aux Thébains. Selon Pline, dans l'Histoire naturelle, le livre 6, paragraphe 168, et le livre 37, paragraphe 108, Philon, qualifié de praefectus, peut-être préfet des îles, si on suit Jean Desange dans son ouvrage sur l'activité des Méditerranéens paru en 1978. Donc ce Philon, qualifié de préfet, envoie à Bérénice, maire de Philadelphe, une énorme topaze de l'île d'Ophiodès. Ce geste pourrait marquer le début du contrôle royal des Lagides sur cette région et ses mines sous Ptolémée II. En effet, à partir de la fondation du port de Bérénice, sous Ptolémée II ou peu avant, les gisements ont dû être exploités par des mineurs venant de ce port et ils devaient être approvisionnés depuis ce site. Il y a toutefois une incertitude chronologique due au fait que les fouilles effectuées cette année même, 2015, par Martin Hens
et Steve Sidebottom à Bérénice ont prouvé que le temple de Sérapis existait dès avant le règne de Ptolémée II. Il est donc possible que la mainmise royale sur l'île des Topazes soit aussi légèrement antérieure. Quoi qu'il en soit, de nombreux topazes ont été trouvés dans les niveaux hellénistiques du port de Bérénice. Pline dit que la mine fut ouverte par Ptolémée II, ce que les prospections archéologiques faites par Harel et Buxham semblent confirmer globalement. Par contre, l'absence apparente de matériel céramique du Haut Empire romain et de l'Antiquité tardive pose le problème de la continuité de l'exploitation. En effet, c'est à cette époque qu'on le trouve les plus importantes concentrations de mobilier céramique dans les sites du désert. Si véritablement le site de l'île ne recèle pas de mobilier de ces périodes, il faudrait envisager l'hypothèse que l'exploitation s'est concentrée sous les Ptolémées et que par la suite on aurait utilisé des stocks existants sans revenir exploiter les filons. De fait, les mentions littéraires se concentrent sous les Ptolémées, époque sur laquelle nous sommes assez bien renseignés par Agatharchide, Diodore et Strabon. Au début de l'Empire, Pline, au livre 6, 168, 170, et puis, comme je l'ai dit, en 37, 107, 108, appelle ce lieu l'île des Topazes et indique qu'elle était auparavant appelée Cythis. Ptolémée, le géographe du IIe siècle, l'appelle de son côté Agathonis, dans la géographie, livre 4, paragraphe 5, sans impliquer que l'extraction ait continué à cette époque. Toutefois, en 11 de notre ère, la dédicace du Panéon du Wadi Salna, Wadi Vikala, dont je parlerai bientôt, indique que le préfet de Bérénice portait le titre d'archimétallarque de l'émeraude, de la topaze, des perles et de toutes sortes de mines et de carrières d'Égypte. C'est l'inscription signalée par André Bernan sous le numéro 51 dans son ouvrage Pan du désert. Ce titre semble impliquer une continuation de l'exploitation sous Auguste. Et il y a surtout le périple de la mer Érythrée, dont j'ai eu l'occasion l'année dernière de dire toute l'importance pour le commerce dans l'océan Indien et en mer Rouge vers le milieu du 1er siècle de notre ère. Le périple dit que la topaze, qu'il appelle la pierre chrysolithone, la pierre d'or, est la seule gemme que l'on exporte vers l'Inde. Pline parle de son côté de chrysoptéros. Cela implique certainement une extraction, au moins sporadique, pour fournir ce courant commercial. Enfin, les couches datant de l'Antiquité tardive à Bérénice ont aussi livré des cristaux de topaze tendant à prouver que l'exploitation continuait au IVe et Ve siècle. Là encore, le témoignage d'Épiphane de Constantia est intéressant. Épiphane, qui, comme je vous l'ai dit, écrit à la fin du IVe siècle, était bien renseigné car non seulement il pratiquait le grec, le latin, l'hébreu, le copte, mais surtout il avait voyagé en Égypte dans sa jeunesse. Et il rapporte dans le Dégemnis, au livre 12, paragraphe 243, que les alabastries, les bougaïs et les axoumites s'étaient rendus indépendants avant même que Dioclétien n'évacue le mont Smaragdus, et donc dans le dernier quart du IIIe siècle. L'exploitation de l'île des Topazes serait alors peut-être retournée aux nomades du désert, très fortement présents par ailleurs dans le port de Bérénice lui-même. La question de la chronologie de l'exploitation reste donc débattue en attendant la publication précise des prospections et surtout un détail de l'ensemble du mobilier céramique qui a été retrouvé. Et il est possible qu'on se rende compte qu'il y a, au-delà des céramiques d'époque ptolémaïque, quelques céramiques d'époque romaine. Venons-en maintenant aux émeraudes. L'émeraude a été très recherchée pendant de nombreux siècles dans les montagnes au nord de Bérénice, un district que les Romains appelaient Mons Maragdus, donc le mont des émeraudes, et que vous voyez ici, Bérénice est là, on est à peu près à une centaine de kilomètres au nord de Bérénice. Le toponyme, d'ailleurs, s'est perpétué à l'heure actuelle sous la forme de Djebel Zoubara, qui est une déformation, évidemment, de Smaragdus.
L'émeraude est un béryl, c'est-à-dire un silicate d'aluminium hexagonal dont certains cristaux bien formés forment des émeraudes lorsqu'ils sont vert foncé. Ces cristaux se forment par dépôts hydrothermaux dans les failles, fracturant la roche-mère. Cette roche est le plus souvent du schiste. Les failles sont alors remplies de quartz et dans certains cas de béryl. Alors ici, vous avez une vue des montagnes du mont Smaragdus qui sont très élevées par rapport au wadi environnant. Et ici, un exemple des béryls du mont Smaragdus qui sont encore très largement répandus autour des mines. Évidemment, ceux-ci sont des béryls qui n'ont pas été utilisés car ils ne recèlaient pas d'émeraude. Selon Strabon, dans la géographie, au livre 17, paragraphe 1, 45, dans le dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ, le gisement des émeraudes était exploité par des Arabes qui, pour exploiter ces mines, nous dit-il, les creusaient de galeries et jusqu'à de grandes profondeurs. De fait, le gisement du mont Smaragdus a été exploité au moins de la fin de la période ptolémaïque jusqu'au XVIe siècle de notre ère, et voire un peu plus tard. Mais au début du XIXe, sa localisation précise s'était perdue. Les mines, en fait, ont été retrouvées par Frédéric Caillot. Frédéric Caillot avait été chargé d'une mission géologique pour retrouver ces mines par le pacha d'Égypte, Méhémet Ali, qui avait le projet de les exploiter à nouveau. La redécouverte a eu lieu en 1816, mais la mauvaise qualité des émeraudes, comparée à celle d'Inde et surtout à celle de Colombie, alliée aux énormes difficultés qu'aurait posées l'exploitation, a poussé le pacha d'Égypte à renoncer à son projet. Caillot a rendu compte de ses prospections dans l'ouvrage Voyage à l'oasis de Thèbes et dans les déserts situés à l'orient et l'occident de la Thébaïde pendant les années 1815-1818, paru en 1821. Le site a été ensuite plusieurs fois visité au cours du XIXe siècle, notamment par Giambattista Belzoni et par John Garner Wilkinson, puis par Nestor Lott, et il a été enfin étudié un peu plus sérieusement à la fin du XIXe siècle par des savants allemands. Mais les travaux récents de prospection et fouilles ont eu lieu surtout en 1994 par une équipe américaine dirigée par Shaw, Branbury et Jameson, et surtout de 2002 à 2003 par une autre équipe américaine, celle de Steve Sadbotham, qui fouille aussi à Bérénice, comme nous l'avons vu l'année dernière. Le district minier, très vaste, comporte 9 centres d'exploitation. Les sites du Wadi Gemal A et B, du Wadi Nougos, 3 sites dans le Wadi Sikait, le site du Wadi Humarba et celui du Djebel Zoubara, qui sont donc sur cette carte détaillée. Vous voyez là, donc, ils sont tous groupés évidemment dans la montagne. Le site le plus anciennement exploité est celui du Wadi Sikait, c'est-à-dire ici, au centre même du district minier. Les vestiges d'exploitation s'étendent sur plusieurs kilomètres en une quinzaine de mines, certaines comportant des puits assez larges et des galeries. Le long du Wadi, les archéologues américains ont repéré 3 sites d'habitat nommés Sikait, Middle Sikait et North Sikait. L'établissement majeur est à Sikait, que l'on appelait Senskis dans l'Antiquité, et où se trouvent 2 temples creusés dans la falaise qui, à cet endroit, comportent des couches de stéatite, une roche qui est aisée à sculpter et qui permet donc de creuser des temples rupestres. Donc, vous voyez ici l'un de ces temples et la couche de stéatite qui a été creusée pour créer le temple. Le grand temple, donc celui-ci, comporte 3 salles souterraines précédées d'un portique et d'une cour. Le porche était soutenu par des colonnes ménagées dans le rocher. Donc vous voyez, en fait, c'est 4 colonnes, 2 engagées et 2 libres.
Le porche était surmonté d'une inscription et d'un linteau donc, qui est aujourd'hui brisé. On suppose que ce temple est d'origine ptolémaïque, car sur l'autel au fond de la salle principale, on voit quelques traces de hiéroglyphes, mais la datation n'est pas assurée. Donc voici une vue un peu plus rapprochée avec la façade. Une des colonnes a été détruite et est remplacée aujourd'hui par un assemblage de pierres monté par l'équipe américaine pour éviter que le plafond ne s'écroule. Et ici, une vue des 3 chambres à interne, taillées dans la roche, et ici de l'autel sur lequel on trouve quelques traces de hiéroglyphes. Les fouilleurs américains, en dégageant le sol, ont trouvé un tétradrachme de Néron et une statuette d'Isis. Le deuxième temple est lui aussi rupestre et comporte une inscription qui a été réalisée sous l'empereur Galien, soit entre 260 et 268 de notre ère. Cette inscription, publiée plusieurs fois, notamment par André Bernand dans son ouvrage Pan du désert, sous le numéro 69, dédie le temple à Sarapis, Isis, Apollon et aux autres dieux. Quelque temps avant ou après, c'est difficile à déterminer à partir de l'inscription, l'inscription nous dit qu'un lacus a été creusé près de l'Hydrema, c'est-à-dire qu'une citerne, lacus, a été ajoutée à un puits qui existait déjà, le puits que l'on appelle localement donc Hydrema. Cette inscription est essentielle car elle date des derniers temps du contrôle romain sur cette zone avant qu'elle ne retourne sous la domination des tribus arabes nomades. Elle montre que l'armée romaine a maintenu jusqu'au règne de Galien son contrôle sur les mines d'émeraude qui doit cesser, je le crois, en 270. De plus, la dédicace à Isis précise qu'il s'agit de l'Isis de Senskis, c'est-à-dire donc l'Isis du lieu, et nous donne ainsi le nom ancien de Siquet. La mention de l'Hydroma renvoie aux puits qui ont certainement été creusés à diverses périodes dans le fond du Wadi, mais qui sont aujourd'hui totalement ensablés. En effet, comme nous allons le voir, le village disposait de pas mal d'eau, ce qui permettait aux habitants de faire pousser des légumes dans des jardins. Outre les temples, le site est couvert de bâtiments des deux côtés du Wadi. Bon, vous les voyez ici. Ici, c'est le côté ouest du Wadi Siquet, et l'autre côté est également rempli d'habitations. Un bâtiment sur une éminence, qui est exactement ici, et que nous allons revoir, ici c'est le plan donné par l'équipe américaine du gisement, de l'habitation du village principal de Siquet. Vous voyez donc le wadi qu'on vient de voir, toute la partie ouest couverte de bâtiments, mais aussi la partie orientale, et en 2 et 3, les 2 temples creusés dans le rocher. Nous allons maintenant voir ce bâtiment qu'il a situé sur une petite éminence et qui est qualifié par les fouilleurs américains de bâtiment administratif entre guillemets, car il semble qu'il ne s'agisse pas d'un temple. Il est particulièrement bien conservé, il se trouve exactement en face des temples rupestres et il a des murs qui sont préservés jusqu'à 4 mètres de hauteur. À l'intérieur, il est pavé de dalles et il comporte 2 grandes pièces séparées par une porte monumentale flanquée de niches avec étagères sur les côtés. La destination n'est donc pas assurée. Caillot, qui l'avait vu, bien sûr, pensait à un temple, mais les Américains plutôt un bâtiment administratif où des contrôleurs auraient recueilli et compté les émeraudes pour le compte des directeurs des mines, tels que Popilius Juventus Agathopus, qui, sous Auguste, était donc en charge de la gestion et l'exploitation de ces mines, ou par la suite des procurateurs des mines qui sont attestés dans le courant du IIe siècle de notre ère. 2 autres grands bâtiments, tels que le bâtiment tripartite, encore un terme des Américains, tripartite building,
au nord du bâtiment administratif, et l'édifice dit aux six windows, aux 6 fenêtres, ainsi appelé parce qu'il conserve 6 belles fenêtres, pourrait avoir eu des fonctions officielles ou religieuses, mais en l'absence de fouilles, on ne peut pas encore se prononcer. De nombreuses maisons bien construites sont édifiées, comme je l'ai dit, des deux côtés du wadi. Leurs murs présentent un appareil caractéristique, fait de petites pierres plates, bien empilées, et comportent des fenêtres avec des niches. La plupart de ces maisons possédaient des cours et des sortes de jardins où les habitants faisaient pousser des plantes et pratiquaient un peu d'élevage ovin et caprin. Une habitation à un étage a été partiellement fouillée par l'équipe de Steve Sidebottom. Elle fut habitée probablement à plusieurs reprises, puisqu'en continu, entre le 1er siècle et le 5e siècle de notre ère. Les fouilleurs ont notamment trouvé une monnaie nabatéenne et des tessons de céramique peinte nabatéenne du début de l'Empire, ainsi que des pointes de flèches et des écailles d'armure qui attestent la présence de soldats de l'armée romaine. La découverte d'objets en stéatite en cours de fabrication, tels que des perles, des jouets, des pesons de métier à tisser, des fusailloles, attestent d'une part un petit artisanat local et surtout la présence de femmes et d'enfants. La mise au jour de 2500 perles, la plupart importées d'Inde et de Ceylan au cours des 4e et 5e siècles, indique que la maison continuait d'être occupée à cette époque et que les habitants avaient un niveau de vie relativement élevé, comparable à celui des marchands de Bérénice à la même époque. Autour de l'agglomération, on décèle plusieurs centaines de tombes récemment pillées. Elles attestent la présence d'habitants permanents qui ne sont pas originaires de la vallée et qui donc se font enterrer sur place. En amont du site de Sikhet, un autre site minier se trouve à Middle Sikhet. Il est marqué par plusieurs bâtiments et par une centaine de puits de mines environnés de tessons de céramique des 1er et 2e siècles et du 4e siècle après Jésus-Christ. Le site est caractérisé par une longue rampe conduisant à des bâtiments dont la fonction semble là aussi être officielle et probablement encore destinée à des contrôleurs qui devaient vérifier qu'on ne vole pas les émeraudes. Enfin, à l'extrémité nord du wadi, le site de North Sikhet correspond à une agglomération d'artisans et de puits et de mineurs, qui, semble-t-il, a été occupée uniquement au cours de l'Antiquité tardive. Cette datation tardive montre que les mines les plus faciles d'accès au sud du wadi étaient alors épuisées et qu'il fallait s'enfoncer plus avant dans la montagne, un phénomène qui s'amplifiera au cours de l'époque islamique avec la mise en exploitation du site que l'on appelle Djebel Zoubara, qui est plus avant encore dans l'intérieur du massif montagneux. La zone d'exploitation de Nougrous, qui est située dans un wadi parallèle à celui de Sikhet, à quelques kilomètres au sud-ouest, possède aussi des mines vastes et riches. L'exploitation a porté là aussi sur des bérils formés dans des lits de schiste qui ont été exploités du bas en haut des collines. À Nougrous, plusieurs centaines de bâtiments sont encore visibles, dont une vingtaine en excellente condition. Vous voyez ici où nous sommes, donc nous étions à Sikhet, au centre du gisement, et Nougrous est au sud-ouest, dans un wadi parallèle. On s'enfonce dans le wadi, et vous voyez les collines qui sont couvertes de ces bâtiments, certains très importants comme celui-ci, qui est probablement un bâtiment administratif, ou comme celui-ci, qui est un temple. Le gisement de Nougrous a été occupé au cours du Haut Empire et jusqu'à l'Antiquité tardive. Il n'y a pas de fouilles, donc on ne sait pas s'il y a une interruption.
le matériel semble montrer qu'il y a une continuité d'occupation. Un long bâtiment adossé au rocher, impressionnant par sa longueur et par sa terrasse artificielle, doit être là aussi un bâtiment officiel destiné à des bureaux et au logement des contrôleurs de la mine. Voici une vue que j'ai faite il y a quelques années et un dessin fourni par Martin Hens lors des travaux de l'équipe américaine. Enfin, un peu plus au sud, un édifice construit sur une éminence est un temple, nous le savons avec certitude, car les Américains y ont trouvé la base d'une statue de Dieu, d'un Dieu qui est assis sur un socle qui porte des hiéroglyphes. Faisant pendant en Ougrouz, mais à l'est, se trouve le gisement du Wadi Harba, qui est relié à Sikait par un chemin aménagé dans la montagne, et ce gisement est caractérisé par des centaines de puits de mines et une cinquantaine d'habitations associées à des céramiques du Haut Empire et de l'Antiquité tardive. Deux centres miniers moins importants sont situés dans le Wadi Gemal, au sud-ouest du Wadi Sikait. Ils comprennent chacun une vingtaine de bâtiments. Dans le site du Wadi Gemal B, la céramique et les déchets sont très rares et contrastent avec le nombre des bâtiments, ce qui pourrait indiquer une planification erronée. L'implantation d'un habitat, probablement sous l'impulsion de l'administration romaine, dans une zone qui s'est révélée ultérieurement peu riche en émeraudes et donc qui a été abandonnée assez vite. Dans le même Wadi Gemal, au lieu dit Kab Marfou, se trouve un temple à mi-hauteur sur une colline, et ce temple couronne une terrasse de 4 mètres de haut à laquelle on accédait par un escalier. Dans ces deux sites du Wadi Gemal A et B, la présence de céramique Eastern Desertware, c'est-à-dire cette céramique modelée fabriquée par les nomades, montre que les sites ont été occupés par les nomades, probablement les Blémis, au moins à partir de la fin du IIIe siècle et au IVe siècle de notre ère. Enfin, le Djebel Zoubara, situé vraiment plus au nord, là on est au cœur de la montagne, livre des traces abondantes et très étendues d'extraction, associées non plus à des maisons carrées et bien construites, mais à des maisons rondes ou ovales, et associées aussi à de la céramique islamique et du Moyen-Âge, ce qui montre que cette zone a uniquement été exploitée à cette époque-là, à une époque où les mines situées plus faciles d'accès avaient été épuisées par les mineurs de l'époque romaine. En résumé, la soif des pierres précieuses a porté aussi sur les émeraudes, qui furent couramment montées sur des colliers d'or tout au long de la période romaine, comme on peut le voir sur ce beau portrait du Fayoum et dans de nombreux trésors. Vous voyez que cette dame enterrée à Awara présente un très joli collier d'or avec des émeraudes. Les émeraudes les plus belles et les plus précieuses étaient en partie importées d'Inde. En effet, la région de Coimbatore donnait des béryls, des émeraudes et des aigues marines et d'autres gemmes. Lorsque Lollia Paulina, l'épouse de l'empereur Caligula, apparaissait, comme l'écrit Pline au livre 9, paragraphe 117, couverte sur sa tête tout entière, dans ses cheveux, à ses oreilles, à son cou, à ses doigts, d'émeraudes et de perles valant 40 millions de sesterces, il est à peu près certain que toutes ces pierreries venaient d'Inde. Mais pour les bijoux plus communs que portaient les gens aisés, comme cette dame du Fayoum, qui n'est qu'une bourgeoise locale, une femme de petit fonctionnaire peut-être, pour les bijoux plus communs, il est vraisemblable que les émeraudes provenaient du mont Smaragdus. Les émeraudes et les béryls sont les pierres précieuses les plus communes qui ont été trouvées dans les fouilles de Bérénice. Mais l'étude de ces pierres a montré que leur qualité était mauvaise.
Comme le mont Maragdus est situé sur la route de transit des marchandises indiennes, les marchands pouvaient aussi faire croire qu'elles en venaient. Et lorsque saint Jérôme, dans la lettre 125, en paragraphe 3-4, est conscient que les perles et les émeraudes transitaient par l'océan Indien, il fait peut-être lui aussi la confusion des deux provenances. Mais qui exploitait ces mines? Il est probable qu'elles étaient connues et exploitées par les nomades de la zone qui devaient les vendre comme les topazes aux habitants de la vallée du Nil. Mais il est aussi possible qu'au moment de la prise de contrôle de la région et de la refondation de Bérénice par Ptolémée II, les mines soient passées sous contrôle royal. Le temple rupestre numéro 1 de Sikhet, avec l'autel portant des hiéroglyphes, pourrait éventuellement remonter à cette période, ainsi que le temple de Nougrous. Mais il faut reconnaître que les prospections américaines n'ont pas mis au jour de vestiges ou de céramique de la période ptolémaïque. Toutefois, si l'hypothèse d'une origine ptolémaïque est validée par la poursuite des recherches, la région aurait certainement échappé par la suite au pouvoir royal à partir de la révolte de la Thébaïde en 206 avant Jésus-Christ, mais encore plus tard, puisque nous l'avons vu plus haut, Strabon, en 1745, rapporte que les mines étaient exploitées par les Arabes au moment de l'annexion de l'Égypte à l'Empire. Or, une trentaine d'années après, la dédicace du temple de Pan du Wadi Semna, Wadi Wikala, que nous examinerons lorsque nous étudierons ce site, indique que Publius Juventus Rufus, tribun de la 3e légion cyrénaïque et préfet de Bérénice, était directeur des mines d'émeraudes, de topaz et des pêcheries de perles. Nous sommes en 11 de notre ère, et l'inscription manifeste la mainmise de l'administration impériale et de l'armée sur la région, dont nous avons tant d'autres preuves désormais, comme nous le verrons à propos des carrières du mont Sophiatès, du mont Porphyrites et de Tibérianais. Toute la région resta sous étroit contrôle de l'armée romaine pendant les 3 premiers siècles de l'Empire, comme nous l'avons vu l'année dernière à propos de Bérénice et des forts de la route qui y conduit. Certains édifices de Sikhet et Nougrous, avec leurs plans complexes et leurs particularités architecturales qui en font des bâtiments officiels, datent certainement de cette période, comme l'ont montré les fouilles américaines. À cette époque, l'extraction semble avoir connu une période très active, sous contrôle de l'armée, qui occupait depuis la période ptolémaïque, à une dizaine de kilomètres de là, le fort d'Apollonos. J'ai expliqué dans mon cours de 2013 que ce fort était certainement le plus important de la route de Coptos à Bérénice, à la fois par son ancienneté, par sa taille et par son rôle de contrôle de la route et des mines d'émeraude. Nous avons vu que la présence d'écailles de bronze provenant d'armures assure que des soldats romains étaient stationnés aussi dans le village des mineurs et que la découverte de jouets, de fusailloles et de métiers à tisser témoigne de celle de femmes et d'enfants. Enfin, une partie au moins des habitants était enterrée à proximité. Toutes ces observations montrent qu'une population stable de mineurs vivait sur place. À la différence des carrières impériales, que nous verrons par la suite, les carrières de pierre, il ne s'agit donc pas d'expédition, mais d'une exploitation continue qui, étant donné le nombre de constructions, rassemblait une population importante, habituée à vivre en permanence dans le désert et donc certainement indigène, ce que confirme, à partir du IIIe siècle et peut-être avant, la présence de céramique Eastern Desertware modelée à la main. La technique utilisée pour trouver les émeraudes était simple. Les roches contenant les béryls étaient extraites des galeries, parfois profondes, et concassées afin de rechercher les émeraudes susceptibles d'être utilisées en bijouterie. L'administration impériale, sous l'autorité d'un procurateur, d'abord un affranchi impérial, puis à partir du IIIe siècle issu de l'ordre équestre, contrôlait l'exploitation et en tirait profit. C'est à ces fonctions qu'il faut probablement attribuer les grands bâtiments que nous avons vus sur les sites miniers, et en particulier le bâtiment administratif de Sikhet.
La crise provoquée par l'annexion de l'Égypte par Zénobie en 270 a, nous l'avons vu l'année dernière, provoqué l'abandon des forteresses et la fin du contrôle militaire. Immédiatement après, les tribus locales ont bien entendu continué d'exploiter les mines à leur compte, profitant des infrastructures existantes. Leur présence est signalée par les vases d'Eastern Desertware datés des IIIe et IVe siècles, qui ont été trouvés dans plusieurs sites d'habitat du complexe du mont Smaragdus, et dont Hans Barnard, dans son ouvrage Eastern Desertware, Traces of the Inhabitants of the Eastern Desert of Egypt and Sudan during the 4th and 6th centuries, paru en 2008, a rendu compte en publiant l'ensemble de la céramique trouvée. Ces données archéologiques trouvent un écho chez Épiphane de Constantia, qui, nous l'avons vu à propos des topazes, connaissait bien l'Égypte pour l'avoir parcourue dans sa jeunesse, c'est-à-dire quelques années avant les événements qu'il rapporte. Au paragraphe 244 du De Gemnis, il rapporte qu'après la reprise en main de la région par Dioclétien, le mont Smaragdus a été abandonné aux Blémies. Comme nous l'avons vu en commençant, les nomades ont poursuivi l'exploitation longtemps, continuant à fournir les marchands. De fait, les sources tardives telles que Claudien citent encore les émeraudes parmi les étoffes garnies de pierreries que les empereurs portent. Par exemple, dans le De Quarto Consulatu Honorii, paragraphe 585 et suivante, ou alors lorsqu'il décrit, le même Claudien, le partage des trésors impériaux par les fils de Théodose au début du Ve siècle, à la fin du IVe siècle, pardon, quand il énumère les chlamydes de soie pourpre et les cuirasses et les ceinturons garnis d'émeraudes, de hyacinthe et de perles, un passage dans le De Consulatu Stiliconis de 88. Mais ces émeraudes sont certainement, comme durant le Haut Empire, importées d'Inde, lorsqu'elles s'adressent évidemment à la clientèle impériale. Les béryls d'Égypte étaient plutôt toujours destinés aux bijoux communs, tels ceux que portaient les gens des classes moyennes. Et vous voyez ici un exemple sur un bijou du IIe siècle après Jésus-Christ trouvé à Lyon. Et vous voyez que ce sont des émeraudes vert clair, un peu laiteuses, qui évidemment n'ont rien à voir avec les très belles émeraudes qui viennent d'Inde à cette époque. Il est 11h12, on va faire une petite pause de 5 minutes avant d'aborder la question des améthystes.